Hello! Aujourd'hui, je te parle de 3 œuvres différentes. Le roman La stratégie Ender, écrit par l'américain Orson Scott Card, son adaptation au cinéma, et le tome 2, La voix des morts, écrit aussi par Orson Scott Card, et qui n'a quant à lui pas été adapté au cinéma. Si tu as juste lu le premier tome ou seulement vu le film, je t'incite à aller jusqu'au bout de ma vidéo pour voir mon pitch du deuxième tome, car c'est sacrément différent du premier, et à mon sens bien meilleur. Et si tu ne connais rien à la stratégie Ender, promis, je te parle de ces 3 œuvres sans rien te divulgacher. Allez, on y va! La stratégie Ender, c'est d'abord une nouvelle écrite en 1977 dans le magazine Analog Science Fiction and Fact. Le roman issu de la nouvelle a ensuite été publié en 1985 et le tome 2, La voix des morts, a été publié en 1986. Les 2 romans ont chacun eu les prix Hugo et Nebula 2 années consécutives, ce qui était alors une première dans l'histoire de la science-fiction. Je vais donc te présenter là 2 bouquins devenus des grands classiques de la science-fiction américaine. Et sache aussi qu'Ender, c'est en réalité toute une galaxie de textes qui vont bien au-delà de ces 2 premiers tomes. Il y a même plusieurs sagas. Le cycle d'Ender à proprement parler représente 6 tomes. Mais dans le même univers, on a aussi la saga des ombres, 6 tomes, et 3 trilogies. La première guerre formique, la seconde guerre formique et Fleet School. Sans compter les nouvelles, on a donc 21 romans, ce qui est quand même pas mal. Mais si aujourd'hui je me concentre uniquement sur les 2 premiers tomes du cycle de la stratégie Ender, c'est parce qu'ils sont tous les 2 cool à lire et qu'on peut s'arrêter à la fin sans frustration. Et fort heureusement, car les tomes 3 et 4 que je n'ai pas lus sont réputés vraiment médiocres. Le tome 1 se déroule dans un lointain futur dans lequel l'humanité se prépare à un conflit décisif contre une espèce extraterrestre, les Dorifors. Ce conflit succède à une première guerre qui s'est déroulée il y a plusieurs décennies, lors de laquelle les humains l'avaient emportée de justesse. Avoir gagné cette première guerre semblait déjà tenir du miracle. L'humanité a donc conscience que cette seconde guerre pourrait être fatale et se solder par l'extermination de l'espèce humaine. Oui, rien que ça. Pour remporter une nouvelle victoire, il va falloir un commandant brillant. Et c'est là qu'on en arrive à la stratégie Ender. Ender Wiggin, un enfant de 6 ans, oui j'ai bien dit 6 ans, est sélectionné pour aller dans une école dans laquelle on forme les futurs cadres de l'armée. Le directeur de cette école, le colonel Graff, est persuadé qu'Ender sera leur grand commandant. C'est ainsi qu'à seulement 6 ans, Ender entre dans cette école, située dans une station spatiale où l'on forme les enfants au travers d'un jeu tactique en apesanteur. 2 camps s'affrontent, armés de pistolets, dont les lasers gèlent les corps. Ender n'a pas seulement été sélectionné pour son intelligence. Le colonel Graff estime qu'il a aussi le bon profil psychologique. Ni trop gentil, ni trop cruel, comme l'étaient malheureusement la sœur et le frère d'Ender. Graff va aussi s'assurer que la personnalité d'Ender évolue dans le bon sens, n'hésitant pas pour cela à malmener ce gamin dans tous les sens. C'est un roman qui se lit très facilement, je l'ai vraiment dévoré. J'ai apprécié voir la personnalité d'Ender se construire et j'ai apprécié voir à l'œuvre les succès tactiques d'Ender. Car de même que dans une saga comme Harry Potter, le lecteur devient un fin connaisseur du Quidditch, n'est-ce pas? Ici, tu deviens un expert de ce jeu tactique en apesanteur. Alors, ce premier tome a quand même de sérieux défauts. Le bouquin se concentre à mon sens trop sur les affrontements d'Ender dans le jeu en apesanteur que j'évoquais, et pas assez sur les autres moments des journées d'Ender. En fait, je pense qu'on aurait pu étirer l'histoire de ce premier tome sur plusieurs tomes, ce qui aurait permis d'épaissir la psychologie du personnage d'Ender, mais aussi celle de ses amis et de ses ennemis. Autre défaut, l'auteur explicite à mon sens un peu trop la psychologie d'Ender. Un bon écrivain fait sentir les choses à son lecteur, il ne les explique pas. C'est le bon vieux show don't tell dont on nous rabâche partout quand on est écrivain débutant comme moi. Malgré ces défauts, je te recommande la lecture de ce premier tome. Mais il ne plaira sans doute pas à tout le monde, c'est certain. Le film est quant à lui une adaptation de ce premier tome. Il a été réalisé par Gavin Hood. Je l'ai regardé en me disant que je ne pouvais décemment pas te faire une vidéo sur le roman sans avoir vu le film. Mais sincèrement, épargne-toi ce film, il n'est pas loin d'être catastrophique. En fait, c'est une adaptation quasiment à la lettre du roman. La quasi-totalité des scènes du film existent dans le roman, sauf que tous les défauts du roman sont amplifiés. La formation d'Ender paraît encore plus accélérée, perdant en vraisemblance, et on n'a pas le temps de voir la personnalité d'Ender se développer.
Au passage, tu auras noté sur les images la tête d'Harrison Ford qui joue le rôle du colonel Graff. Alors, La Voix des Morts, maintenant, le tome 2 de la saga. Clairement, le meilleur des deux tomes. Je t'ai promis que je ne te divulgacherai rien. Donc, pour aller jusqu'au bout de l'exercice, je vais appeler ici Robert, le personnage principal. Tu ne sauras pas ainsi ce qu'est devenu Ender à la fin du premier tome. Moi. Mais il me semblait que les 6 premiers tomes faisaient partie du cycle d'Ender. Ta gueule, j'ai dit que c'était Robert. Je reprends. On se situe 3000 ans plus tard que le premier tome. L'histoire ne se passe pas sur la Terre, mais sur une planète colonisée par l'homme. Une colonisation très prudente et respectueuse, je m'explique. En arrivant sur cette planète, les humains ont découvert des êtres ressemblant à des cochons, doués d'intelligence, qu'ils ont surnommés les Piggies. Leur société est assez peu développée sur le plan technologique. On pourrait les comparer avec les hommes de la période néolithique. Et les humains, pour une fois, se sont dit que ça pourrait être pas mal de ne pas exterminer le peuple indigène, ni de détruire sa culture. Les humains ont donc limité leur implantation géographique à un petit périmètre. Ils ont posé une barrière électrique autour et autorisé seulement une poignée d'anthropologues à aller à la rencontre des Piggies, en respectant à la lettre des protocoles scientifiques rigoureux. Mais les Piggies commettent à plusieurs reprises des meurtres étranges envers les humains, difficiles à comprendre et même assez barbares en apparence. C'est dans ce contexte que Robert est appelé. Je disais, c'est dans ce contexte que Robert est appelé. Robert est porte-parole des morts, une profession un peu particulière qui consiste à comprendre la vie d'une personne décédée, en parlant notamment avec ses proches, pour ensuite être capable de la restituer sous forme de récit en public. Pour se rendre sur cette planète, Robert a fait le trajet à la vitesse de la lumière. S'il ne s'est écoulé que 2 semaines pour lui à bord du vaisseau, pour la personne qu'il a appelée depuis la planète des Piggies, il s'est en revanche écoulé 22 ans. Oui, 22 ans. Le temps que le contexte sur place évolue pas mal, comme tu peux te l'imaginer. Tu le vois, rien qu'en termes de thématique, ça n'a strictement rien à voir avec le premier tome. La Voix des Morts est extrêmement riche sur le plan anthropologique, mais aussi biologique. J'ai vraiment été bluffé par les idées d'Orson Scott Card. J'ai par ailleurs trouvé que l'auteur avait gagné en maturité d'écriture. C'est bien plus littéraire. Il reste quelques défauts, mais qui sont à mon sens plus mineurs. Je te recommande donc vivement ce second tome, bien plus que le premier tome que je qualifierais surtout de distrayant. Sache aussi que tu peux vraiment t'arrêter à la fin du premier tome comme du second. À chaque fois, on voit bien que l'histoire peut se poursuivre, mais on peut s'arrêter sans frustration. Bien. Je ne peux décemment pas terminer cette vidéo sans t'avertir de quelques aspects de la personnalité de l'auteur. Orson Scott Card, 73 ans, est mormon. Bon, ok. Mais opposé au mariage homosexuel, au point d'être même membre du conseil d'administration d'une association qui milite contre. Et le bonhomme est allé jusqu'à écrire un essai en 1990 dans lequel il présente l'homosexualité comme un péché. Oui, je parle bien de ce mec-là, là, sur la photo, en apparence fort sympathique. Je vais pas rentrer dans le débat de lire ou pas lire des œuvres écrites par des sales types. Sache en tout cas que la pensée homophobe d'Orson Scott Card ne se voit pas dans ces 2 romans, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Sur ces mots qui j'espère ne t'auront pas trop refroidi, je te souhaite de lire tout plein d'excellents romans et je te dis à bientôt sur Miroir SF. Non mais tu vas te calmer là? Allez, casse-toi Robert, casse-toi. Allez, à bientôt.